Il y a 50 ans disparaissait Hannah Arendt. On l'a retrouvée morte à côté de sa machine à écrire, la clope au bec. Elle venait de commencer un papier où seul le mot jugé était écrit. 25 ans plus tôt, c'était justement son analyse du procès Eichmann, criminel nazi, qui avait fait sa notoriété. Une pionnière, aujourd'hui qualifiée d'anti-universaliste, voire de contre-révolutionnaire. Hannah Arendt était-elle une figure conservatrice? Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux philosophes. Stéphanie Rosa, bonjour. Vous êtes Bonjour. chargée de recherche au CNRS Sorbonne Université. On vous doit notamment Marx contre les GAFAM aux presses universitaires de France. Barbara Cassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philologue et philosophe également. On vous doit La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe aux éditions Flammarion. Barbara Cassin, Arendt, qu'en retenez-vous? Heu, Moi, j'en retiens d'abord, sa manière de s'opposer à Heidegger. Parce que je suis philosophe et à l'époque où je faisais vraiment de la philosophie, c'est-à-dire, après 68, c'était Heidegger qui dominait la scène. Mhm. Et Arendt, elle, elle est là pour, circonscrire l'intérêt de Heidegger et montrer, bah, comment il est nazi et comment on peut s'en détacher et quel est son rapport à la langue. Et si j'ai une phrase que j'aime de Hannah Arendt, c'est quand elle parle de la diversité et qu'elle dit la chancelante équivocité du monde. Moi, ça m'intéresse son rapport à la langue et son rapport aux langues. Voilà. Mais alors, je sais que ça n'est pas très bien de passer, de faire des détours par la vie privée des individus, mais Oui, elle a été Arendt la et maîtresse de Heidegger Heidegger. ont eu une liaison. Justement, comment elle articulait cette passion avec la pensée respective, la sienne et celle d'Heidegger? Heidegger était antisémite, vraiment, nazi, vraiment. Ça se savait peut-être pas à ce point-là et ça ne se savait pas au moment où elle était amoureuse de lui. Elle voyait en lui un professeur génial qui faisait vivre la philosophie, alors que la philosophie était morte, enfin était terriblement ronronnante. Donc voilà, et elle a été enthousiasmée par lui. Et lorsqu'elle écrit ses vies célèbres, puisque Oui, l'un des c'est ce que j'ai écrits, traduit, ça. Oui, justement, alors oui. dans ses portraits, il y a notamment un portrait d'Heidegger. Men in Dark Times, ça a été traduit bêtement sous le titre de Vie politique. Oui, bah, elle dit que, depuis Heidegger et même depuis Platon, heu, elle s constate que les philosophes ont une fâcheuse tendance à aimer les tyrans et elle dit que c'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle philosophe politique. Ça ne lui plaît pas. Elle est autre chose. Bon. Qu'en pensez-vous, Stéphanie Rosa, votre Hannah Arendt? Bah, Hannah Arendt, moi, c'est vraiment une, philosophe que j'ai beaucoup fréquentée depuis toujours. Enfin, j'ai toujours été, stimulée, en fait, par les thèses d'Arendt, enfin, sur des sujets qui m'intéressaient, moi, personnellement. Enfin, la banalité du mal, on y reviendra, mais la Révolution française, les droits de l'homme. Après, c'est une philosophe, donc que moi, je trouve ouais, vraiment stimulante, intéressante, avec des thèses fortes, mais problématique, comme on dirait aujourd'hui à un certain nombre d'égards, et notamment très peu fiable. Enfin, son travail, je l'ai découvert petit à petit et grâce au travail d'autres commentateurs, très peu fiable sur le plan historique. Donc, les thèses d'Arendt sont stimulantes pour nous amener à relire certains épisodes historiques, certains concepts de la philosophie politique, mais il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, il faut la prendre avec des pincettes, à mon avis. Et par ailleurs, voilà, il y a certaines thèses qu'elle défend. Elle disait qu'elle voulait pas être une philosophe politique, mais elle a quand même beaucoup écrit sur la philosophie politique. Et il y a quand même des thèses qui sont difficiles à accepter pour des démocrates. Lesquels? Bah, On va revenir là-dessus, on mais va si revenir on... là-dessus, mais sur les droits de l'homme, notamment sa position sur les droits de l'homme, qui fait l'objet de controverses, hein, mais qui, à mon avis, est une position qui se place plutôt du côté des détracteurs que des défenseurs des droits de l'homme. Barbara Cassin, si on reprend sa biographie, donc elle est née en 1906 à Hanovre dans une famille juive assimilée. Elle a grandi à Königsberg, autrement dit aujourd'hui à Kaliningrad. Elle a soutenu sa thèse en 1929 sur le concept d'amour chez Saint-Augustin. Elle a étudié la philosophie avec Heidegger, puis avec Jaspers. Là aussi, une filiation. On sait que Heidegger a pris le poste de Jaspers quand celui-ci a été chassé de l'université
car juif. Comment résumer sa formation et puis sa rupture avec l'Allemagne en 1933? Résumé, bah, vous l'avez fait là, c'est très bien. Heu, Ce qui m'intéresse beaucoup dans sa manière, bon, elle est donc partie aux États-Unis et elle a eu, sa notoriété, plutôt là-bas. Et elle a toujours, pris ses distances avec tout. C'est ça qui m'intéresse. Elle est capable, de réfléchir autrement et de faire réfléchir autrement, je trouve. Alors évidemment, on peut, trouver que de temps en temps, c'est cucu, c'est vrai, enfin moi je trouve. On QQ, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Oh, bah, quand elle dit, voilà, à la naissance d'un enfant, c'est, voilà, une chose extraordinaire, un enfant nous est né, c'est la bonne nouvelle, enfin bon, voilà. Et puis, elle est finalement, heu, d'une elle est très morale. Elle veut le bien pour le monde. Alors après, je sais pas si ça s'appelle universaliste ça, sûrement pas, pas comme ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi personnellement, c'est son rapport à la langue et le principe pour elle de la politique, c'est la diversité humaine. C'est, la multiplicité des hommes, comme elle dit: «L'homme avec un grand H, ça c'est philosophique, les hommes, c'est politique» et c'est les hommes qui m'intéressent. ah, c'est marrant parce que quand vous avez dit qu'elle était un peu cucu, je pensais que vous pensiez à sa thèse donc sur le concept Non. d'amour chez Saint-Augustin, puisque donc là aussi c'est étonnant qu'une juive assimilée travaille sur Saint-Augustin. On retrouve ces catégories sur l'amour du prochain, l'amour du monde et l'amour de Dieu, Oui. ce qui est là aussi quelque chose de prémonitoire où ça préfigure d'autres polémiques qu'il y aura ensuite lorsqu'Arendt suit le procès Eichmann et qu'on l'accuse de ne pas avoir suffisamment d'amour pour les Juifs. Vous avez quelque chose justement à dire sur sa thèse et ses premiers travaux, Barbara Cassin? Pas particulièrement, je pense que tout se tient, mais c'est pas si simple à démontrer. Heu, Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je connais le mieux. Ce qui m'intéresse vraiment le plus, si j'avais à choisir un livre, c'est d'une part La crise de la culture, qui est un livre, bon, qui est un patchwork, hein, d'articles extraordinaires. C'est d'autre part Vie politique, parce que je trouve que, avoir, mis dans le même courant de enfin, dans la même, manière de penser, dans la même manière de critiquer, des gens comme, Giuseppe Roncalli qui va devenir Jean 23 et Rosé Luxembourg, c'est formidable, enfin, ça me passionne. Ça bon, des grandes figures littéraires, c'est passionnant. Et puis le livre que j'aime, c'est celui, dont j'ai assuré la publication, d'ailleurs, j'ai relu la traduction, c'est son journal de pensée. Je trouve ça extraordinaire. C'est gros, hein, mais il y a tout dedans et il y a, sa manière d'être, approximativement tout le temps, sur la brèche. Et cette approximation, cette, non définitive, elle n'est pas sûre, elle ne sait pas, mais ce qu'elle sait, elle le sait. Alors, ce qui est intéressant, notamment dans le journal de pensée, c'est qu'elle aussi, entre la philosophe qu'elle est, donc Oui. elle commence sa thèse avec des métaphysiciens, elle travaille sur un sujet métaphysique, et puis progressivement, elle va faire du commentaire d'actualité. Mmh. Tout Ah à bah fait. ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Comment une aristotélicienne de fond, devient commentateur d'actualité. Mais c'est formidable, je trouve ça formidable. Et en plus, je veux dire, elle travaille en tant que juive, en tant que femme. C'est en tant que toujours. C'est magnifique ça. Stéphanie Rosa. Alors moi, je connais pas, le journal, que vous avez édité, Non, mais mais je trouve que quand Barbara Barbara Cassin. Cassin dit elle travaille en tant que femme, en tant que juive, vous qui êtes universaliste et qui justement est attachée à cette notion-là, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, elle a pris un certain nombre de positions, politiques effectivement, Hannah Arendt, dans l'après-guerre, que ce soit en fait à travers son essai sur la Révolution, alors qui porte sur
Les révolutions du passé, mais qui est en fait un texte d'intervention dans l'actualité du temps, et où en fait elle intervient dans la guerre froide, Hannah Arendt, dans le camp de l'Ouest, en fait, dans le camp atlantiste. Que ce soit à travers évidemment Eichmann à Jérusalem, mais aussi les origines du totalitarisme. Et puis il y a aussi des articles qu'elle a écrits au moment de la lutte pour les droits civiques des Noirs. Donc elle s'est toujours effectivement impliquée en politique, mais pas forcément toujours du côté qu'on aimerait. Ouais. Bon, mais si on prend justement de la Révolution, le livre qu'elle a écrit en 1963, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à une époque où le marxisme dominant considère que la Révolution est une forme de sacré, elle, au contraire, elle met en garde contre cela. Alors, elle met en garde, c'est un livre très intéressant, hein, le livre sur la Révolution. Elle oppose la Révolution française et la Révolution américaine en déplorant qu'en fait la Révolution française ait eu une portée universelle, alors que la Révolution américaine qu'elle préfère n'a pas eu cette portée universelle. Mais disons que elle a des hypothèses très stimulantes, et notamment, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est l'opposition qu'elle veut faire entre le social et le politique. C'est-à-dire que pour elle, la Révolution française, elle a échoué parce qu'elle a accordé une trop grande place au social. Alors moi, je pense que cette articulation, enfin cette dichotomie qu'elle fait ne fonctionne pas. Je pense que dans une révolution, et en fait pas plus la Révolution américaine que la Révolution française, on peut vraiment séparer le social et le politique et considérer qu'il y a des délibérations purement politiques et puis des délibérations qui sont sur des questions sociales et qui donc en fait ne devraient pas être là dans le champ politique. Je pense que ça marche pas, cette dichotomie, mais c'est intéressant parce que ça amène effectivement à réfléchir à ce que doit faire une révolution. Mais justement, si on pense par exemple Arendt aujourd'hui, par exemple Arendt pendant les printemps arabes, on peut dire que ce sont des révolutions qui ont été plus dictées par des raisonnements politiques que par des raisonnements sociaux. Et alors là, ça lui donnerait par exemple raison. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des révolutions arabes, mais je pense qu'on pourrait discuter ce point. C'est-à-dire qu'il y a toujours à l'arrière-plan d'une révolution des considérations sociales, le fait que toute une jeunesse dans dans cette région du monde se retrouvait bloquée sans perspective d'avenir professionnel, Et etc. ça, Ça a c'est du évidemment joué. politique. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est du politique? Est-ce que c'est du social? Barbara Cassin. La question, c'est est-ce qu'il s'agit d'égalité ou est-ce qu'il s'agit de liberté? C'est comme ça qu'elle se pose. Pour Hannah Arendt, le sens du politique, c'est la liberté, c'est pas l'égalité. L'égalité, on peut très bien dire que c'est le sens du social. Hein. Mais quand on s'intéresse à une révolution politique, il s'agit de savoir est-ce que ça rend libre, est-ce que ça veut la liberté ou pas. Et à ce moment-là, on comprend que elle sépare de manière impossible, en effet, dans le concret, la politique du social. Et alors, justement, ce qui est intéressant chez Arendt, c'est la distinction qu'elle fait entre le privé et le public lorsqu'elle parle, par exemple, de bonheur public dans son essai sur la Révolution. Oui, mais ça c'est un vieux truc aristotélicien. Elle est complètement aristotélicienne, Arendt, là-dessus. Le public, c'est la koinonia, la communauté, la société, etc. C'est le politique, le domaine du politique. Et le privé, c'est l'idiot. Hein. En grec, ça se dit idios, privé. Donc c'est l'idiot, et ça n'a rien à voir avec le politique. Oui, Si je peux me permettre, Stéphanie Rosa. le problème quand même, c'est que le social, donc tout ce qui est de l'ordre du travail, des rapports de travail, de l'organisation du travail, etc., est évacué du champ politique par Rennes parce que c'est indigne d'y figurer quand même. Et dans l'essai sur la Révolution, elle évacue la question de l'esclavage des Noirs aux États-Unis en disant justement les citoyens américains ont pu se consacrer pleinement à la politique parce qu'ils étaient détachés des basses considérations matérielles. Elle dit oui, bon, c'est un peu triste parce que ça reposait sur l'esclavage, et puis elle évacue cette question. Donc il y a effectivement un côté très aristotélicien, mais aussi avec les problèmes qu'il y a dans la conception aristotélicienne de la politique. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est-à-dire que sans l'esclavage, rien n'aurait fonctionné en Grèce. Sans l'esclavage, rien n'aurait fonctionné aux États-Unis. Je ne pense pas qu'elle l'évacue, elle le met je veux dire qu'elle elle met des frontières qui n'existent pas entre, encore une fois, politique et société. Et c'est tout. Parce que pour elle, ce qui est important, c'est la liberté dans le politique. Et c'est pas l'égalité.
Alors, le fait de se rattacher aux Grecs, le fait donc d'être très aristotélicienne et de considérer la politique comme fin en soi, puisque c'est Oui, l'une des caractéristiques justement de l'homme. de l'homme et de l'homme chez les Grecs. Ça, par exemple, en quoi ça diverge de la pensée d'Heidegger et de Jaspers, avec qui elle a été formée? Ah, c'est pas tellement là. C'est-à-dire que là où ça diverge magistralement, c'est dans la conception même de ce que c'est qu'un homme, un peuple, une langue, etc. C'est-à-dire que elle ne croit pas, comme elle dit, je n'ai jamais appartenu à aucun peuple, ni allemand ni juif. Bon, elle ne pense pas, elle ne dirait jamais une phrase comme celle de Heidegger qui est les Allemands, en gros, c'est mieux que les Grecs, c'est comme les Grecs et encore mieux, parce qu'ils sont enracinés dans une race et dans un peuple. Bon, voilà quelque chose qu'elle ne pourrait jamais dire, et qui est central pour Heidegger. Stéphanie Rosa, justement, une question vulgaire. Vous savez, les journalistes sont là pour poser des questions vulgaires. Hannah Arendt était-elle de droite ou de gauche? Alors, ça a fait l'objet de débats enflammés, de savoir si elle était progressiste ou conservatrice. Mais moi, je pense qu'on peut dire, sans se tromper, qu'elle était du côté conservateur, à cause de son aristotélisme, dont on a parlé tout à l'heure, hein, à cause de son... Pourquoi Aristote est-il conservateur? Bah, au sens où ce dont Hannah Arendt hérite d'Aristote, entre autres, hein, évidemment, c'est pas du Aristote 100%, bien sûr, mais c'est un certain mépris pour le travail. Le travail n'est pas humanisant, le travail en tant que tel, tant que l'être humain reste au seuil du travail, il n'est pas un être humain complètement achevé. C'est par l'entrée dans la politique que l'être humain s'humanise. Donc, on imagine toutes les conséquences conservatrices du fait de considérer que celui qui est l'esclave, celui qui est l'exploité, tant qu'ils ne sont pas dans une communauté politique, ils ne peuvent pas être considérés comme pleinement humains. Donc ça, c'est quand même une chose. Et l'autre chose, c'est sur la question des droits de l'homme, dont on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Hannah Arendt ne croit pas aux droits naturels, c'est-à-dire au fait qu'un être humain, quelle que soit sa situation, son sexe, son âge, son genre, etc., et indépendamment surtout de sa communauté politique, a des droits, a des prérogatives inaliénables. Pour elle, les droits sont consubstantiels à l'entrée dans une communauté politique. Donc, de ce point de vue-là, elle est d'accord avec certains contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle, et notamment Burke, qui considèrent que les droits de l'homme, on disait tout à l'heure, l'homme avec un grand H n'existe pas pour Arendt, oui, mais du coup, les droits de l'homme au sens de la Déclaration des droits de l'homme n'existent pas non plus, quoi. Barbara Cassin, vous parliez de la langue d'Arendt et vous avez écrit sur la langue des politiques. Si Hannah Arendt avait dû, par exemple, évoquer Donald Trump, qu'est-ce qu'elle aurait dit sur lui? Burke. Mais oui, Arendt, elle a, par exemple, parlé de la banalité du mal, et en général, on comprend que ça veut dire bon, quoi, tout le monde peut être mauvais et que c'est normal, bon, d'une certaine manière. C'est pas ça que ça veut dire. Elle en parle de manière très précise. Par exemple, à propos d'Eichmann, elle dit qu'il ne parlait que par cliché. C'est ça la banalité du mal. C'est ne parler que, c'est être populiste. Voilà. Populiste, il y a beaucoup de populisme. On ne peut pas dire qu'Eichmann était tout simplement populiste, mais il ne parlait que par cliché. Et au fond, la banalité du mal, c'est aujourd'hui, ça serait les éléments de langage. Et moi, je trouve ça dramatique, en effet, les éléments de langage qu'on donne, qu'on impose ou qu'on propose à ceux qui devraient éclairer les autres. Bon, voilà. Donc, pour Arendt, ça, c'est très clairement une atteinte à ce que peut l'homme. Par ailleurs, on parlait des droits de l'homme tout à l'heure, comme universels ou pas, etc. Le droit d'avoir des droits, c'est quand même un droit universel, premièrement. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la situation la pire de toutes, c'est celle d'une société où il y a des travailleurs sans travail. Donc, où les gens sont des travailleurs et non pas des citoyens. Et en plus, pas d'abord des citoyens, mais d'abord des travailleurs, et des travailleurs sans travail. Donc ça, je trouve ça assez intéressant comme conception et assez actuel. Stéphanie Rosa, qu'en pensez-vous?
Alors, je ne connais pas cette thèse de travailleur sans travail. Il Non, faudrait, mais ce qui est mais intéressant, c'est que, chez Arendt, il y a une forme d'aristocratisme c'est ça. sur, la question du travail qui peut la conduire à un oubli du social ou un oubli de la question sociale, mais qui, dès lors, la distingue des penseurs marxistes, qui, dans les années 60, avaient le haut du pavé. Ah oui, 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 bah, tout à fait, Ah, c'est sûr. de toute façon, son opposition à la Révolution française, elle le dit d'ailleurs, hein, dans De la Révolution là. Et elle le Heu, reprend dans les origines du totalitarisme. Oui, oui, l'idée, c'est que la Révolution française est la matrice des totalitarismes et notamment du totalitarisme soviétique. Donc c'est une thèse classique, du camp atlantiste de l'époque, hein. Donc de ce point de vue-là, elle est pas, c'est pas là-dessus qu'elle est la plus originale. Mais on peut revenir justement sur les origines du totalitarisme, puisque on l'a pas encore abordé. Enfin, il y a un certain nombre d'historiens qui ont travaillé sur, notamment son traitement de l'antisémitisme et de l'histoire de l'antisémitisme. Et là-dessus, c'est très problématique au sens où son histoire de l'antisémitisme, elle est beaucoup basée, enfin presque essentiellement basée, sur de la littérature de droite, voire d'extrême droite, sur des historiens allemands et français d'extrême droite, parce que c'était aussi, enfin, voilà, sa formation, Hannah Arendt, voilà, quand elle était dans les années 20 en Allemagne, c'était sa formation, et du coup, sa lecture des événements s'en ressent, et c'est pour ça, c'est pas complètement un hasard qu'elle a été accusée de blâmer les Juifs pour du développement de l'antisémitisme, parce qu'elle s'appuie sur ces sources-là. Qu'est-ce que vous pensez justement de cela, de cette filiation, Barbara Cassin? oui, je pense qu'elle a, heu, c'est j'ai pas envie de donner un jugement tranché sur Hannah Arendt, gauche-droite. Elle est certainement à droite par certains côtés, à droite aujourd'hui par certains côtés. Je pense qu'elle a été, pas mal à gauche, à son époque, sur beaucoup de côtés. Voilà. Bon, c'est ça que je pense, et je pense que par rapport, justement à ce qui a fait son terreau, elle s'en est bien sortie, quoi. Bon, alors, il y a quelque chose qui, l'arrangerait peut-être, à gauche, c'est, le fait qu'elle ait transformé l'exclusion, la notion de paria, en une sorte de fierté. Oui, ça c'est sa manière, effectivement, de, de faire en sorte que, le paria soit finalement, ou l'exilé ou le paria, ça soit l'homme de l'avenir. C'est quand même très extraordinaire ça. Nous sommes tous des exilés, nous sommes tous des parias, et c'est avec ça qu'il faut jouer, c'est nos cartes. C'est vrai aussi que ça a été sa vie, puisque c'est quand même une vie assez vertigineuse. Elle naît en 1906, en 1933, elle part, d'Allemagne. Ça veut dire, également se détacher de sa langue, puisque à partir de ce moment-là, Jamais, heu, jamais, elle s'est jamais détachée de sa langue, elle a elle ne vit toujours. plus dans un monde Oui, germanophone. mais elle a toujours, voulu garder sa langue maternelle, et dans les langues qu'elle parlait, elle gardait l'accent allemand. C'est très, très extraordinaire. Quand vous l'écoutez, elle a un accent allemand à couper au couteau, en anglais ou en français. Bah, justement, En on va anglais. on va l'entendre dans, un extrait, dans une archive où elle évoque le fait de penser. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Would you say that, I mean, all the people whom I take into account throughout the Middle Age, I mean, moi je me sers où je peux. And I take whatever I can. L'un des grands At all avantages de times, notre temps, c'est it's ce qu'a dit really René what Char. you know what René Char said, notre héritage n'est garanti par aucun testament. N'est précédé par aucun N'est testament. précédé par aucun testament. This means we are entirely free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se subject passe lorsqu'on to pense est the soumis à un careful examen examination critique. of whatever there is. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. Vous voyez, c'est quand même étonnant, Barbara Cassin, cette femme donc qui est née, allemande, parlant allemand, avec, ce mélange, et ce côté extrêmement polyglotte, lisant le poète René Char, évidemment en français, mélangeant les langues. Mmh. Mais oui, c'est dans son journal de pensée, c'est magnifique, hein. Elle bouge d'une langue à l'autre tout le temps et elle utilise la langue de ceux qu'elle lit, évidemment. Donc ça, c'est très beau. En même temps, elle dit que, sa patrie, c'est sa langue, la langue allemande et c'est ça qui l'a conduit à quelque chose de très important, je crois, c'est de dissocier la langue et le peuple. Ça, c'est vraiment, vous voyez, quand on parlait de Heidegger tout à l'heure, c'est là où elle est, complètement, radicalement autre. Si on prend donc, l'un des livres qu'elle a écrit, je crois, en anglais, puisqu'elle était correspondante, pour la presse américaine, Eichmann, à Jérusalem, c'est probablement le livre, qu'on lit le plus d'elle, Stéphanie Rosa. Qu'est-ce qu'il dit ce livre? Qu'est-ce qu'il a de si singulier? Alors, c'est un livre qui a fait scandale à sa parution, parce que, Arendt, plus clairement encore que dans le passage, enfin le livre «L'antisémitisme des origines du totalitarisme», elle blâmait, les juifs, de les accuser de porter une responsabilité dans leur propre extermination. Et il y a donc ça a fait évidemment, scandale. Et l'autre aspect, c'est, le personnage d'Eichmann qui a fasciné tout le monde, ou plutôt l'image, qu'elle fabrique à partir du personnage d'Eichmann, qui, là aussi, a fait l'objet de beaucoup de discussions parce qu'elle le présente comme une espèce de pantin, comme une espèce de fonctionnaire, un peu un sous-fifre finalement, qui effectivement ne pense pas, est sans idéologie. Et ça a été après beaucoup contesté, hein, de cette image qu'elle présente d'Eichmann. Et on s'est beaucoup interrogé sur les raisons qui l'avaient conduite à faire ce portrait-là. Justement, on va l'entendre sur le procès Eichmann. When I wrote my Eichmann Jerusalem, I hadn't Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. of the greatness of evil, of the demonic force, to take away from people De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. Richard III, etc. Now I found in Brecht the J'ai following. trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Great political criminals Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. to laughter. They are not great political criminals, but Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. of his enterprises. Stéphanie Rosa. Et je suis pas vraiment convaincue par cette façon de présenter les choses. Il y a une autre hypothèse qui est de dire que finalement Hannah Arendt a cherché à convaincre tout le monde que les grands intellectuels ne pouvaient pas être des nazis, puisque les nazis étaient forcément des hommes qui ne pensaient pas, des exécutants, des gens banals, etc. Et je pense, je suis encline à suivre cette hypothèse, hein, qu'il y a une forme derrière la présentation d'Eichmann de cette façon-là. Il y a une manière de disculper l'intelligentsia allemande de toute responsabilité dans l'accession au pouvoir d'Hitler et dans les crimes du Troisième Reich. Barbara Cassin. Bah, c'est une hypothèse, que je ne partage pas. Pourquoi ne la partagez-vous pas? Parce que je pense qu'elle était très consciente de ce que c'était qu'une culture, et qu'une culture, comme celle qu'elle avait, elle-même, j'allais dire subie ou subie-souhaitée, avec Heidegger. Et que ça, dans le genre grand intellectuel, il n'y avait pas mieux. Et que justement, cette torsion qui fait qu'un grand intellectuel se plante, qu'un grand philosophe comme Platon ou comme Heidegger se plante dès qu'il s'agit de politique, c'est quelque chose qu'elle a thématisé et qui lui faisait, qui l'a fait réagir comme elle l'a fait. Bon, il y a aussi une autre Hannah Arendt qui pourrait être rapprochée de Heidegger, c'est celle qui dénonce le mensonge moderne, qui peut même être considéré comme anti-moderne. Est-ce que c'est un terme que vous employeriez à son sujet, Barbara Cassin? Non,
Mais quand je dis GQQ, peut-être que peut-être qu'elle dit quelque chose comme ça. Je veux dire que non, je dirais pas qu'elle est anti-moderne. Je dirais qu'elle a, heu, pour moi, une analyse assez juste de ce qu'est la société contemporaine. Et justement, je reprends cette phrase de «travailleurs sans travail» comme ce qu'il pourrait y avoir de pire, comme ce qu'il peut y avoir de pire, mais ça me paraît d'une justesse extraordinaire. Et après, quand elle dit des choses comme, ben, on vit dans un monde, il faut savoir qu'on vit dans un monde heu, où des gens sont enfermés dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps de, alors je sais plus comment elle appelle ça, de protection par leurs amis. Ah, je trouve ça d'une violence et d'une vérité extrême par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais là aussi, lorsqu'elle dénonce, donc ça, c'est la dénonciation du totalitarisme ou la manière dont elle considère le communisme. Et il y a aussi des éléments qui sont parfaitement antimodernes lorsqu'elle considère, par exemple, que il y a une civilisation de la marchandise, lorsqu'elle Oui, oui, elle n'est pas marxiste du tout, et elle s'en démarque en effet, elle n'est pas adornienne, elle n'aime pas Adorno quand ils sont aux États-Unis, c'est vraiment pas quelqu'un qu'elle aime. Oui, elle est on peut la considérer comme ça, comme un peu réac, moi je veux bien, mais je pense que c'est moins important pour moi que, sa thèse fondamentale qui est que, l'homme est un être politique, ça c'est une thèse grecque, et que ça n'est le cas que parce qu'il y a une diversité. Ça me paraît quand même fondamentalement important, y compris aujourd'hui. Stéphanie Rosa. Bah, disons que, enfin, Hannah Arendt, elle déplore quand même beaucoup de caractéristiques de la modernité. Bah, enfin, sur la base de l'aristotélisme, elle déplore le fait que on soit tombé dans comment dire, dans la célébration de l'économie, dans l'ère des masses, et cette ère des masses qui produit le totalitarisme. Enfin, quand même, parce que elle décrit le nazisme, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, elle décrit le nazisme comme un effet de la plèbe. Donc là encore, vraiment comme un effet des masses, voilà, non cultivé, non politique, et justement comme un phénomène qui est le contraire de la culture, le contraire de l'intelligentsia. Et oui, parce que alors, dans l'origine du totalitarisme, Barbara Cassin, elle dit que la modernité produit des masses atomisées, des gens qui ne sont ni citoyens ni acteurs. C'est Oui, très oui, important pour elle oui, oui. de dire que lorsqu'un individu n'est pas citoyen, bon, vraiment, il ne mérite pas, j'allais dire, il ne mérite pas de vivre. Bon, c'est évidemment excessif puisque elle ne considère pas qu'il y a des gens surnuméraires, mais elle considère que l'homme n'a pas de dignité si il n'est pas citoyen. Ça, c'est une position très antimoderne. S'il n'est pas politique, c'est pas enfin, je ne sais pas s'il faut dire citoyen. L'homme est un être politique, oui, elle pense ça. Et moi aussi, je le pense. Voilà. Vous avez le droit d'être antimoderne, hein. Mais je pense pas que ça soit anti-moderne de dire que l'homme est un être politique. Bon, Je vois pas pourquoi. lorsqu'elle fait part, par exemple, de sa méfiance vis-à-vis de la technique, ça, c'est un thème très heideggerien. Oui, Vous mais ça trouvez va ça pas très cucu? loin. Mais non, mais ça va pas très Non, loin. Je mais veux vous dire, pouvez c'est dire que pas. c'est cucu aussi. Oui, je peux dire que c'est cucu, mais je trouve surtout que c'est pas quelque chose qui est une clé de Une sa pensée. spécificité Voilà, d'Arendt. voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui revient de manière assez importante, notamment depuis les origines du totalitarisme jusqu'à la condition de Oui, l'homme moderne. mais je veux bien dire que là, elle est infusée de heideggerianisme. Ça me dérange pas de dire que ça lui arrive, ça. Euh, Simplement, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est ce qui constitue son armature de pensée. Et son armature de pensée, c'est vraiment que, un, l'homme est un être politique, et que, deux, la politique est une affaire de diversité. Et puis, je dirais bien aussi, euh, trois, c'est que tout ça, c'est une affaire de jugement. Et au fond, chacun de nous, ce qu'il a à faire, c'est à juger. Stéphanie Rosa. Non, mais enfin, une des dimensions du fait, enfin, pour montrer que ça l'amène à des conclusions conservatrices, c'est quand même qu'au moment où il y a le combat pour les droits civiques aux États-Unis, Hannah Arendt va écrire un article dans lequel elle écrit que les Blancs qui forment une communauté politique, en tant que communauté politique, ont le droit de ne pas accepter les Noirs dans leurs écoles.
Donc elle écrit quand même que la question de la ségrégation, c'est pas une question politique, c'est une question sociale. Donc elle a une tendance à évacuer cette question hors du champ politique. Donc ça a des conséquences. Le fait de considérer que la communauté politique, on l'a choisie, bah, c'est une possibilité d'exclusion de ceux qu'on n'accepte pas dans sa communauté politique. Barbara Cassin. Bah, oui, c'est juste, elle a écrit des choses idiotes, hein, aussi, mais le mot communauté politique, choisir sa communauté politique, je dirais pas ça tout à fait comme ça. Ça, c'est très américain. C'est pas arendtien, c'est un peu Arendt aux États-Unis, Little Rock, etc. Mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas la caractéristique de sa pensée. Voilà. Une conclusion, Stéphanie Rosa, qu'est-ce que l'on peut découvrir d'Arendt si par exemple on n'a pas eu l'occasion de la lire par quoi commencer? Bah, je pense que Les origines du totalitarisme, ça reste un livre qu'on a beaucoup critiqué, qu'on a beaucoup discuté, mais qui, bah, comme tous les livres importants, voilà, sont à lire. Encore une fois, il faut le prendre avec des pincettes, il faut le prendre avec toute la distance critique, notamment sur les faits historiques avec lesquels Hannah Arendt, malheureusement, prend quand même beaucoup de liberté. Mais ça reste quelque chose de très important pour comprendre à la fois le XXe siècle et les discussions, les luttes idéologiques au XXe siècle. Barbara Cassin, j'essaye de faire un lien entre ces origines du totalitarisme et la critique du totalitarisme que vous faites dans votre dernier livre, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe, justement. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir? Quelle filiation il y a avec cette guerre des mots? Euh, le- Justement, la banalité du mal, le populisme et le langage de Trump, comme celui de Poutine, bah, c'est un langage populiste très ciblé, hein, c'est pas n'importe lequel, mais à chaque fois c'en est un. C'est-à-dire très ciblé. Euh, Trump ciblé pour l'Américain moyen qu'il a élu, c'est-à-dire euh, celui qui a comme lui un âge mental de 14 ans, bon, et Poutine pour chaque strate de sa population, y compris les mafieux, avec son langage des bas-fonds. Parce que le langage de Poutine est également un langage simple. Trump, on sait que Oui, il 14 ans, oui. Poutine aussi? Non, Trump, il est sociolinguiste. Pardon, Poutine, il est sociolinguiste. C'est-à-dire qu'il s'adresse à chaque strate de sa population avec un langage qui lui est propre et qu'elle peut comprendre. Donc la langue de bois socialiste, de la langue de bois socialiste au langage mafieux. Un mot sur, non pas sur le langage, après les origines du totalitarisme, vers quoi iriez-vous, Stéphanie Rosa? Ah bah, je pense que là où je suis d'accord sur ces essais sur la culture, sur l'éducation sont aussi des choses stimulantes. De toute façon, je pense carrément qu'il faut lire Arendt pour tout ce que tout ce que ça peut nous amener à penser, y compris contre elle. Mais voilà, comme à chaque fois, c'est des textes qui sont extrêmement brillants, c'est des thèses fortes avec des références extrêmement intéressantes. Voilà, ça vaut toujours le coup de lire Arendt. Merci à toutes les deux. Barbara Cassin, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe, c'est chez Flammarion. Et Stéphanie Rosa, Marx contre les GAFAM, c'est aux presses universitaires de France.